pour ça je reprends ce qu'a dit M. Denisio, mais on a des fonds qui sont censés servir à ça, qui étaient quand même, ce qui a été prélevé pour sécuriser les universités, c'était quand même une belle somme. Avec ça, on peut faire pas mal de choses, des choses concrètes, et donc ça c'est important. La seconde chose, c'est de pouvoir mettre dans chaque département un centre de préorientation qui puisse travailler en relation avec les MDPH, avec Cap Emploi, et qui puisse avoir une technicité qui permette aux personnes en situation de handicap de pouvoir aller se confronter en fonction de leurs capacités, de leurs envies, et qu'on puisse les orienter au mieux, et de travailler justement avec les universités. Mais tout ça, ça implique une transversalité qui n'a pas lieu aujourd'hui. Donc c'est aussi comment on met en marche et en œuvre tous ces acteurs autour de la table. Et ça implique aussi l'éducation populaire et puis une véritable motivation pour qu'on fasse bouger les choses. Favoriser aussi l'emploi des travailleurs handicapés aux compétences reconnues via l'embauche d'un salarié à temps équivalent qui puisse accompagner ce dernier. Ça me semble être pas mal aussi, pouvoir avoir un accompagnement au moins dans les premiers temps pour que la personne puisse prendre ses marques et puisse au mieux évoluer dans cette entreprise. Moi, je pense que les amendes aussi pour les entreprises qui ne respectent pas les 6%, elles ne sont pas assez grosses. Et je pense qu'il faut les gonfler. Et puis, il y a bien un moment où ça fonctionnera, puisque là, beaucoup de personnes préfèrent payer l'amende plutôt qu'avoir à embaucher une personne en situation de handicap. Donc, je pense qu'elles ne sont pas assez chères. Si ça ne marche pas, c'est que les amendes ne sont pas assez chères. Donc, déjà, ça pourrait aussi permettre de financer d'autres choses pour permettre l'insertion professionnelle. Au niveau de tout ça aussi, c'est aussi pouvoir aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des ESAT, qui n'ont pas la chance d'être aussi dans l'inclusion, et c'est comment on fait fonctionner en fait l'inclusion aussi en partant de ces ESAT jusqu'à l'emploi ordinaire, puisque c'est censé être un tremplin. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas un tremplin, c'est une voie de garage. Et donc comment on travaille aussi pour permettre cette inclusion par ce biais-là, et aussi pouvoir contrôler ces établissements, parce que je vous rappelle que les ESAT ne sont pas soumis au droit du travail, et ça c'est une grosse aberration. Et donc les contrôler, ça permettrait aussi de permettre à ce que les travailleurs en situation de handicap soient beaucoup mieux au sein de leur emploi. C'est des choses aussi qui sont importantes. Et au niveau de tout ce qui est logiciel pour les déficients visuels, j'en parlais justement hier, puisqu'il y a un Français de l'étranger qui habite aux États-Unis, qui est non-voyant, qui m'a appelé pour se plaindre que justement il n'y avait pas assez de choses sur le handicap, et qui m'expliquait qu'en fait il ne pouvait pas rester chez lui, qu'il avait besoin d'une aide parce que pour faire une plaque induction, il n'y avait pas le matériel nécessaire pour. C'est quand même fou que sur tous nos iPhones on ait de la reconnaissance vocale et qu'on ne soit pas fichu de l'ajouter à tous les outils de la vie quotidienne, que ce soit au travail ou à la maison. Et donc je pense aussi que là-dessus, on pourrait utiliser les fonds de l'insertion professionnelle, et puis on pourrait utiliser aussi la recherche, parce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher, et ça pourrait permettre à pas mal de personnes de pouvoir s'insérer facilement. Merci.